Yorana, merci de suivre en direct cet entretien avec le président de la République. Monsieur le Président Yorana. Yorana. Une interview que je présente avec vous, Mike Leral. Yorana. Bonsoir Yata, bonsoir Monsieur le Président. Une interview qui sera diffusée en direct sur les 2 chaînes de télévision pour que tous les Polynésiens, Monsieur le Président, puissent vous entendre. Monsieur le Président, vous achevez une visite de 4 jours durant laquelle vous avez pu rencontrer les Polynésiens à Tahiti, Moorea, Hivaoa, mais également Manihi. Est-ce que ce soir, la Polynésie a une place particulière dans votre cœur? Vous l'avez dit lors de votre discours, je n'oublierai jamais chacun des instants passés à vos côtés. Oui, je vous le confirme, c'était extraordinairement émouvant pour moi. Dès les premiers instants à l'hôpital, mais je dirais que ce que j'ai pu mesurer, sentir, entendre, vivre à vos côtés était très fort. Et il y a une pudeur polynésienne, il y a une fierté. Et ce que j'ai ressenti, je l'ai dit, j'ai essayé de le dire tout à l'heure, en parlant d'un pacte intime, singulier, c'est à la fois un formidable patriotisme, un amour de la France qui m'a beaucoup touché, que je connaissais chez les militaires polynésiens, mais là que j'ai ressenti dès le monument aux morts dimanche matin et tout au long de ce voyage. Et les Marseillaises étaient incroyablement vibrantes aux Marquises comme à Manille hier. Et à côté de ça, la fierté pour une culture ancestrale, des traditions. J'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs à vos côtés pendant ces 4 journées. Et la réconciliation en quelque sorte de ces 2 fiertés, celle pour la France et celle pour cette culture, je trouve que c'est un alliage unique, c'est une chance folle. Voilà, et je repars avec beaucoup de souvenirs, mais aussi beaucoup de regards, parce que les regards disent beaucoup. Vous êtes pudique et parlez peu, mais il y a une intensité pour moi très, je sais pas, un souffle, voilà. À côté de ça, il y a aussi une part d'ombre, vous l'avez reconnu, 193 essais. Vous êtes prêt à assumer ce passé, vous l'avez dit, mais vous ne semblez pas prêt encore à demander pardon. C'est pourtant le premier pas qu'attendent beaucoup de Polynésiens. Je sais que ce sujet existait, je le respecte profondément. Je me méfie beaucoup des facilités. Je pourrais me débarrasser du sujet en disant « excuse », comme on le fait quand on bouscule quelqu'un pour pouvoir continuer sa route. C'est trop facile. C'est trop facile pour un président de la République de ma génération de, en quelque sorte, dire « mes prédécesseurs ont eu tort, le pire a été fait, excuses et indemnités ». Ce n'est pas le cas, le pire n'a pas été fait. J'ai dit tout à l'heure de manière très précise ce qui a été fait. J'ai reconnu et assumé. Et je pense que c'est... Il y a, après la reconnaissance, puisque vous reconnaissez aujourd'hui, le pardon en est pourtant la finalité. Alors, pourquoi est-ce si difficile de le demander? Parce que j'évite les facilités, je comprends très bien. Et je pense qu'on aurait tort de se fixer là-dessus. Alors, soyons clairs, le plus important pour moi, ce sont les femmes et les hommes qui ont eu à subir les conséquences. Il y a une chose qui est indépassable, ce sont les vies humaines. J'ai de l'humilité, du respect pour ces femmes et ces hommes qui ont eu à vivre les conséquences, qui ont été exposés, dont les proches ont été exposés. Et ça, c'est le plus important. Et donc, il faut non seulement assumer, reconnaître, on leur doit vérité et transparence, et on doit évidemment les indemniser et les accompagner. Ensuite, il faut être lucide. Il y a aussi d'autres qui ont fait en quelque sorte une forme de rente politique de ce combat. Et qui, ce que dira un président n'est jamais assez, et en quelque sorte, mettre des mots en bandoulière. Pas des mots qui m'intéressent, ce sont les vies. Et donc, le pardon, ce sont les personnes qui ont vécu ça, qui peuvent me le donner. Je comprends très bien sur le plan religieux, philosophique, qui est cette demande, elle est, en quelque sorte, cette attente, vis-à-vis du chef de l'État. Et je la respecte et je dirais que je m'inscris dans ce fil. Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est un peu, d'ailleurs, dans la même lignée. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, je reconnais ce qui s'est passé. La deuxième chose, j'ai dit en le reconnaissant, je vous dois et je vous donne la vérité. Je mets fin à des décennies de tabous et de silence où l'État n'a pas dit toute la vérité qu'il savait même après coup. Ensuite, j'ai dit, les gens qui l'ont fait à ce moment-là ne le savaient pas eux-mêmes, puisque nos militaires se sont exposés au même moment. Eux-mêmes, ils se baignaient dans les mêmes eaux, ils pensaient qu'il n'y avait pas de risque. Donc il y a eu un manque en quelque sorte de précaution, mais il n'y a pas eu de manière délibérée.
Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, la France a l'arme nucléaire, nous sommes une puissance dotée parce qu'il y a eu ces essais. Nous avons fait ces essais en Polynésie française, on ne l'aurait pas fait dans un département hexagonal. Et donc, ce que je dis très clairement, c'est que la France a une dette à l'égard de la Polynésie. Et à cette dette s'attache, ça c'est une dette qui pour moi renforce encore ce pacte, à cette dette s'attache aussi la dette que nous avons à l'égard de toutes celles et ceux qui ont subi dans leur vie les conséquences, d'où l'indemnisation. Vous avez rencontré ce matin à Montréal Léna Normand, c'était l'une des membres de l'association 193, la vice-présidente. Hein. Vous lui avez dit « Je ne peux pas vous demander d'avoir confiance en moi après qu'on vous ait menti si longtemps hein. ». Vous vous rappelez de cette phrase. Donc, est-ce que vous pensez, est-ce qu'elle peut encore avoir confiance en vous, notamment sur le remboursement de la CPS? Alors, je sais que vous ne voulez pas rembourser toutes les maladies, évidemment, mais sur les maladies radio-induites, elles sont estimées à 80 milliards, plus de 600 millions d'euros. Est-ce que c'est un montant qui vous semble remboursable? Alors, non, parce que l'approche n'est pas celle-ci, mais je vais vous dire pourquoi. Ce que j'ai essayé de faire ce soir, ce que je veux qu'on fasse ensemble, c'est que celles et ceux qui ont été victimes de ça m'accordent leur pardon. Parce que j'ai reconnu cette dette, la vérité et la transparence. Et je crois que c'est un fait nouveau qui a commencé au moment de la table ronde. Jusque-là, c'est vrai qu'on n'avait pas tout dit, on opposait à des familles qui avaient vécu cela le secret défense. Et le secret défense, il est légitime et parfois normal de l'opposer, mais plusieurs années après, on pouvait l'ouvrir, c'est ce qu'on est en train de faire, et on l'ouvre en particulier pour, je dirais, la règle, c'est on ouvre tout, sauf ce qui est très confidentiel parce que lié à la prolifération. Et donc, ce que j'espère engager avec à la fois ce que j'ai dit ce soir aux Polynésiennes, aux Polynésiens, mais la table ronde et tout ce qui s'ensuit et tout le travail qu'on va mettre en place, c'est de retrouver cette confiance parce que les choses changent. Et c'est une nouvelle donne que nous décidons ensemble. Après, pour l'indemnisation, l'approche qui doit être retenue n'est pas une approche qui consiste à rembourser toutes les maladies d'un certain type, mais ça doit être au cas par cas. Quelqu'un qui développe une maladie alors qu'il n'était pas du tout exposé à l'endroit où il vit aux conséquences des essais, ou que c'est totalement déconnecté, ce ne serait pas juste. Je préfère me référer à la science, un travail paritaire aussi, et à cette commission. Je respecte beaucoup les gens qui ont écrit ce livre, et je crois au travail de vérité. Simplement, je sais toutes les attentes qu'il y a derrière. Je pense que si on fait ça, on crée pas simplement un précédent, mais une approche qu'on n'a retenue nulle part, et qui n'a pas tellement de sens. Par contre, je vous le répète, je l'ai dit ce soir, au moment où je suis élu président de la République, 11 dossiers sont indemnisés. 11. Il y en a aujourd'hui plus d'une centaine sur environ 400 demandes. Ce qu'on supplémentaires qui soient faites, mais surtout accompagner les gens, parce que pourquoi il y a si peu de demandes? On ne peut pas dire il y a un tel montant, il n'y a que 400 dossiers qui sont déposés, parce qu'il y a des tas de gens qui ne demandent pas eux-mêmes leurs droits. Et plutôt que de manière aveugle de dire on rembourse tout, ce qui objectivement n'aurait pas de sens, c'est créer une espèce de précédent un peu déresponsabilisant. Ce que je veux, c'est que les services de l'État aillent au contact de toutes les populations, de toutes les familles, de toutes les personnes qui ont été exposées ou répondent à leurs demandes, puissent les aider à instruire très rapidement ce dossier, qu'on accélère nos délais, qu'on donne aussi plus de temps aux gens pour déposer parce que certains sont en limite de validité, et on remboursera tout ce qui doit être remboursé. On indemnisera, tout ce qui doit être indemnisé, et donc on donnera les moyens au fond pour le faire. Vous l'avez dit ce soir aussi, Monsieur le Président, je veux la vérité et la transparence avec vous. Est-ce que la France serait-elle prête à financer des enquêtes transgénérationnelles réalisées par des experts indépendants, ce qui est réclamé aujourd'hui, parce que ça aussi, c'est une ombre portée à cette confiance que vous demandez? Ce qui a été acté dans la table ronde, c'est d'ouvrir les documents, et donc de permettre en effet, sur la base de ces documents et de tout ce qui sera mis à disposition pour la première fois par nos armées et par les services techniques, en particulier du commissariat à l'énergie atomique, pour la première fois, il y avait le commissariat à l'énergie atomique autour de la table qui répondait aux questions. Et donc moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait une expertise indépendante qui puisse se saisir de ces documents et apporter les éclairages indépendants nécessaires. Bien sûr. Et si ces enquêtes confirment le doute des Polynésiens, est-ce que vous serez prêt à assumer tout ce qui en découlera? Mais l'enquête, elle va montrer en effet, de manière très claire, le travail qu'on a enclenché doit dire les faits. Et donc moi, je suis pour que nous ayons tous les faits sur la table, à la fois ce qui s'est passé
Ensuite, ce que celles et ceux qui ont agi savaient au moment où ils ont agi. Et là encore, c'est ce que je vous le redis parce que c'est important. Au moment où les militaires, les scientifiques ont agi, ils se sont eux-mêmes exposés de la même manière, parce qu'ils avaient la même confiance. Bon. Ensuite, savoir à quel moment on a su quoi, je pense que c'est très important que tout le monde sache. Et après, sur cette base-là, de pouvoir avoir la vérité. Ensuite, pour les indemnisations, cela dépend en effet des pathologies et des expositions. Et donc là, il y a une instruction par le CIVEN qui est faite, et là, ça existe déjà, ça pour le coup, avec des mécanismes paritaires, des gens qui sont des scientifiques et qui, donc je pense qui permettent de valider les dossiers. Donc je pense qu'il faut bien distinguer deux choses. Un travail de vérité historique, de mémoire, qui, lui, doit consister à ce qu'on ouvre tous les livres et qu'il puisse y avoir tous les experts indépendants qui s'en saisissent. Et ensuite, un travail d'indemnisation qui dépend des pathologies subies et de la réalité subie. Mais pour moi, la faiblesse aujourd'hui de l'indemnisation, c'est qu'elle est trop lente, c'est qu'on a des familles qui sont dans le désarroi et qui ne sont pas accompagnées, et donc il faut surtout qu'on gagne en efficacité. Vous avez pu constater la vulnérabilité des atolls lors de votre déplacement à Manihih. Depuis le début de votre quinquennat, Monsieur le Président, vous affichez de grandes ambitions. Il y a notamment cette phrase que vous avez prononcée « Make our planet great again ». Mais force est de constater que les efforts actuels sont insuffisants pour garantir l'atteinte des objectifs de réduction des gaz à effet de serre que s'est fixé la France. C'est en tout cas ce qu'a estimé le Haut Conseil constitutionnel le mois dernier. Alors, est-ce que les Polynésiens peuvent encore croire en vos engagements? Vous avez une façon d'aborder les choses qui n'incite pas à la confiance, si vous m'autorisez à vous dire cela. Et je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on gagne la confiance. Justement, il n'y a pas de Haut Conseil constitutionnel. Je pense que c'est le Haut Conseil pour le climat peut-être qui a pu dire cela. Il y a après un Conseil constitutionnel qui décide si nos lois sont conformes à notre Constitution ou pas. Il faut regarder les choses en face. On a un défi qui est celui de nos générations qui est immense. Nous héritons de ce monde, d'une dette écologique, et nous avons construit un modèle économique qui pollue trop. Alors ce modèle écologique qui pollue trop, la France elle a des avantages et des faiblesses. Nous avons un avantage, qui est que nous produisons, surtout en France hexagonale, l'électricité, surtout à base de nucléaire, ce qui émet très peu de CO2. Je le dis parce que c'est ce qui fait que la France est le pays d'Europe qui émet le moins de tonnes de CO2 par habitant. Nous devons continuer à développer les renouvelables, mais le cœur de notre effort, il est sur le changement de nos véhicules pour aller de vieux véhicules polluants vers des véhicules hybrides ou de nouvelle génération, ou évidemment électriques qui polluent beaucoup moins, la rénovation de nos bâtiments. Et donc ce sont des efforts qu'on demande à nos concitoyens, à nos entreprises. Ces efforts, ils supposent de changer les règles, d'investir et de les accompagner. La transition doit être juste et sociale. Il faut faire attention parce qu'on dit toujours c'est trop lent, mais dès qu'on bouge les choses, ça change la vie de nos concitoyens, de nos compatriotes. Et c'est à ce moment-là trop rapide. Il n'y a pas de solution miracle, si ce n'est celle d'une transition qui suppose de l'investissement, de nouvelles règles et de l'accompagnement. C'est ce que la France met en place. Et je dirais que depuis que je suis président, moi je ne suis plus dans le moment des dénonciations, c'était il y a 20 ans, dans le moment des lois où on disait ce sera pour plus tard et on prenait des décisions pendant 15 ans, je suis dans les travaux pratiques. Et les choses avancent et nous avons des résultats en 2020 qui ont montré qu'on s'améliorait. Mais il faut aller plus loin, plus fort. Dans nos territoires ultramarins, en particulier en Polynésie française, sur ce sujet, la clé, c'est de produire de l'électricité, de l'énergie, avec moins d'hydrocarbures et d'énergie fossile, et de moins émettre. C'est exactement, par exemple, ce qu'on a décidé de faire, Tuamotu-les-Gambiers, à Manihih, avec cette centrale qui passe d'une centrale diesel à une centrale hybride. Elle va, du coup, dans la journée, produire de l'électricité avec du solaire. C'est 1 million d'euros d'investissement, c'est un projet très concret. Et ça, je veux qu'on le développe parce que pour la Polynésie française, il y a cette part de réduction des gaz à effet de serre. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire produire plus de renouvelables, ce qui permet de produire de l'énergie soi-même en ne dépendant pas de l'importation d'hydrocarbures. Ça veut dire moins de goélettes qui viennent livrer l'hydrocarbure, qui est une pollution visuelle, parfois olfactive, mais surtout pour le climat, parce que ça émet, et plus d'énergie renouvelable, solaire, l'éolien, géothermie, biomasse et l'énergie marémotrice, avec des innovations qui ont été faites ici en Polynésie, remarquables. Et puis, à côté de ça, il y a l'adaptation, c'est-à-dire qu'on doit tous s'engager, et la France s'engage pour réduire les émissions.
et on va encore accélérer avec l'Europe, avec notre nouveau plan, on a déjà les conséquences. Et vous le savez très bien, on les vit en particulier dans le Pacifique. Ces conséquences, c'est qu'on a la biodiversité qui est menacée, on a des terres qui sont de plus en plus vulnérables partout dans la région. Et donc face à ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Aller plus vite et plus fort sur la conservation, la préservation de nos aires marines et naturelles, ce qu'on fait, et la France a cet objectif de 30%, et on le tiendra, de protection de nos aires marines, et 10% d'hypernaturalité, et surtout, c'est protéger les populations. C'est pour ça que nous avons annoncé, il y a 2 jours, un programme pour construire 17 abris pour les populations des archipels, 50 millions d'euros d'investissement du pays et du gouvernement à parité, parce que c'est une réponse concrète pour la nature, pour nos concitoyens, dans cette lutte contre les dérèglements climatiques et leurs conséquences. Monsieur le Président, vous souhaitez aussi renforcer la présence de la France dans le Pacifique. Oui. Vous souhaitez une 3e voie. Est-ce que une 3e voie entre la Chine surtout oui. et les États-Unis, est-ce que c'est possible compte tenu de la perte d'influence potentielle, compte tenu de la perte d'influence et de terre aussi, si la Nouvelle-Calédonie devient indépendante? Vous savez, je disais l'autre jour en parlant de l'épidémie qu'il nous faut être stoïciens. C'est-à-dire il faut toujours, les stoïciens disaient préméditatio malorum, il faut prévoir dans sa tête les choses qui vont mal aller pour s'organiser. Pour autant, il ne faut pas être pessimiste et dire que nous faisons tout mal et que tout va mal. Il y a une forme d'orientation sinon générale où on se flagelle toute la journée. Non, la France d'abord est une puissance indo-pacifique. De la Polynésie à la Nouvelle-Calédonie, en passant par Wallis et Futuna, l'île de la Réunion et Mayotte. Nous avons plus d'1,5 million de compatriotes qui vivent dans cette zone. Nous avons plus de 8000 militaires qui sont déployés. Notre aviation, notre marine, c'est une force. Et c'est une force que beaucoup nous envient. Et donc cette force, il faut déjà la regarder en face et que chacun en soit fier. Et moi, je veux que nos compatriotes de la région, en particulier les Polynésiennes et les Polynésiens, soient fiers d'avoir ce destin, Pacifique et Océanie, qui est une force pour eux. Deuxièmement, les Calédoniens auront à s'exprimer en décembre. Je respecte ce vote, on veut l'organiser, mais nous avons aussi donné toute la transparence aux conséquences de ce vote pour eux-mêmes, pour nous tous. Parce que comme je le disais tout à l'heure dans mon discours, dans cette région qui va être le théâtre de tous les conflits, toutes les tensions, malheur aux petits. Et donc la France est une chance pour les territoires ultramarins en zone indo-pacifique, parce qu'elle protège, notre marine protège la zone économique exclusive, notre marine protège les pêcheurs, notre marine évite les pillages des zones de pêche. La présence française protège sur le plan technologique, elle protège sur le plan financier. Vous savez, si ce n'était pas la France qui apportait les vaccins, ce serait peut-être la Chine. Mais elle demanderait des choses en contrepartie. Regardez le Vanuatu, ce qui s'est passé. Et donc il faut se méfier des promesses d'un jour. Donc la France est une chance pour la Polynésie dans cette région. La Polynésie est une chance pour la France. De projection, d'existence, comme la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna et la Réunion et Mayotte, parce que ça nous permet d'être présents ici, d'être la 2e puissance maritime au monde, d'avoir cette vocation bleue et d'être au cœur de ce continent plein de ressources. Mais, Monsieur le Président, aujourd'hui, les moyens actuels ne permettent pas de protéger la ZEE de la Polynésie, qui, je le rappelle, représente 47% de la zone économique exclusive française, puisqu'il est encore assez courant de voir des navires chinois dans nos eaux. Les Polynésiens s'inquiètent d'ailleurs de leur présence. La semaine dernière encore, un palangrier chinois s'est encore échoué au Tuamotu. Est-ce que ce n'est pas finalement une volonté politique que de mettre en place les ressources nécessaires pour défendre vraiment nos intérêts? Je vous le confirme, c'est pour ça que dans le cadre de la loi de programmation militaire, nous avons décidé de mettre plus de moyens. 2 patrouilleurs vont arriver dans les prochains mois et prochaines années pour la Polynésie, renouvelant ainsi notre flotte et la complétant. On a décidé de nouveaux moyens et donc la marine est là et on réinvestit dans notre marine, dans les moyens militaires qui sont mis en place et qui sont déployés. Ensuite, j'ai vu ce matin les pêcheurs qui font un travail remarquable et c'était très impressionnant. Ils m'ont dit exactement le contraire de ce que vous venez de dire. Il est faux de dire qu'il y a de la pêche chinoise dans nos zones économiques exclusives. C'est faux. Il y a des bateaux chinois, japonais, espagnols qui passent au travers de nos zones. C'est tout à fait vrai, ça fait l'objet d'accords.
c'est important d'être précis, parce que sinon, on crée des peurs ou des polémiques qui n'existent pas. On ne va pas interdire le transit dans nos zones économiques exclusives. Ça n'existe pas. Donc vous aurez toujours des bateaux chinois, japonais, espagnols, indiens et autres qui passeront par nos eaux. C'est évident, comme nous-mêmes, nos bateaux passent par les eaux des autres. Par contre, ils n'ont pas le droit de pêcher dans nos eaux puisqu'ils n'ont pas de licence aujourd'hui. Et c'est exactement ce qui se passe. Et je peux vous dire les yeux dans les yeux ce soir que grâce à la marine française, il n'y a pas de prédation de nos eaux. Il y a des passages, mais les pêcheurs chinois dont vous parlez ne pêchent pas dans nos eaux. Et sur la Chine, toujours, vous avez fait allusion, je crois, dans votre discours, à la ferme aquacole de Hao, un projet chinois. Alors, vous ne l'avez pas nommé, mais je crois que vous y êtes opposé. Vous avez raison, c'est à ça que je faisais référence. Voilà, donc vous y êtes opposé, c'est bien ça. Je pense que c'est ubuesque. Est-ce que vous y êtes opposé, même si ça peut apporter de l'emploi et servir l'économie polynésienne? Vous polynésienne? savez, mesurez tous les engagements que j'ai pris ce soir. D'abord, mesurez ce qu'a fait la République pour l'économie polynésienne. Les acteurs économiques polynésiens ne contribuent pas, y compris d'ailleurs pour le pays. On a mis 600 millions d'euros, 600 millions d'euros. Bon, je le dis aussi parce que quand je parle de ce qu'il faut regarder en face, il n'y a pas un département français en Hexagone pour lequel on fait un tel effort de solidarité sans contribution. Je veux que chacun le mesure. Et donc on ne peut pas dire on est français le lundi et chinois le mardi. C'est pas vrai. Et donc, en l'espèce, ce projet n'a pas de création d'emplois documentés, a des investisseurs douteux et a fait l'objet de beaucoup de réserves, pour ne pas dire de beaucoup de réserves sur justement la nature des financements. Et donc, je pense que sur ce sujet, il faut être prudent. Et je le disais, regardez la région et le genre de ces projets. Donc, je préfère qu'on déploie une unité nouvelle du RSMA, ce à quoi je me suis engagé, plutôt qu'on aille embrasser des projets sans lendemain, ou peut-être quelques-uns feront beaucoup d'argent, pour de mauvaises raisons. On a déjà connu ça, je n'ai pas envie d'y retourner. Bon, on s'arrêtera là ce soir. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Merci. Merci pour cet échange. Et à travers vous, je me permets de remercier très sincèrement les Polynésiennes et les Polynésiens pour leur accueil. J'ai été très touché de la chaleur et la pudeur de l'accueil qui m'a été fait. Je veux vraiment vous dire du fond du cœur que je repars avec vous auprès de moi. Merci à vous. Et donc, avec cet entretien se termine votre déplacement en Polynésie. Le chef de l'État rentrera cette nuit en métropole. On vous souhaite une excellente soirée à tous. Yorlana.